Les 7 étapes pour devenir footballeur professionnel. Donc aujourd'hui, vraiment, l'objectif de cette vidéo, c'est qu'il n'y ait aucun montage, aucun cut. Je vais vraiment parler face cam, face à toi. Peut-être que je couperai certaines séquences si vraiment je radote trop. Mais l'objectif, voilà, c'est vraiment de te parler comme si on était ensemble et que je t'exprime vraiment mes meilleurs conseils que je peux te donner si toi, tu souhaites atteindre le plus haut niveau possible dans le football. J'ai noté quelques petites choses sur mon écran là-bas, juste des points clés, des étapes clés que je veux vraiment te mentionner, les 7 étapes justement, les 7 points clés que je vais te donner aujourd'hui. Donc sois vraiment attentif sur ces différents points. C'est vraiment en fait je pense les 7 points que j'ai notés, j'ai vraiment pris le temps de vraiment bien noter et de me dire ok, par rapport à mon parcours, que ce soit personnel, par rapport à ce que j'ai vu en club pro en y travaillant, etc. Ok, quelles sont vraiment les 7 étapes qu'il faut mettre en place pour atteindre le haut niveau? Quelles sont les 7 étapes que tous les joueurs que j'ai connus qui sont passés en pro ont justement mis comme ingrédient pour passer au haut niveau? Donc je vais te les citer ici, on va commencer dès maintenant. La première étape, c'est de définir des objectifs clairs. Ça, c'est une chose que je vois souvent et c'est une erreur que font énormément de joueurs. C'est que, en fait, ils s'entraînent, etc. Mais ils n'ont pas fixé, avant même de commencer à s'entraîner, etc., des objectifs clairs et précis. Et ça, c'est vraiment important. C'est comme si tu prenais la route aujourd'hui. Tu vois, tu prends la route, tu es en voiture, tu prends la route, tu dois aller à un endroit, tu n'y as jamais été et tu n'as pas de GPS et tu n'as jamais été à cet endroit-là. En fait, ça va être compliqué. Peut-être que si tu as un super sens d'orientation, peut-être que tu vas réussir à t'y retrouver, mais ça va être compliqué d'arriver à destination. Ok ? Tu vas probablement, ou alors faire des gros détours, passer par des champs, etc. Si avant de prendre la route, de manière logique, tu prends un GPS ou maintenant voilà, ton téléphone avec les applications pour te diriger là-bas, forcément, tu es sûr que tu vas arriver à destination beaucoup plus facilement. Okay ? C'est la même chose pour le foot et les objectifs que tu dois te définir. C'est hyper important de savoir où tu veux aller. Mais en fait, fixer étape par étape. Okay ? Comme là, je vais te parler étape par étape dans la vidéo, c'est la même chose pour ta carrière. C'est par exemple, je ne sais pas, si aujourd'hui tu me regardes, tu as 19, 20 ans, peu importe, peut-être que tu as 14, 15 ans, peu importe, mais c'est fixer déjà une étape. Ok, sur cette saison, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir, où je veux être à la fin de saison? Ok, dans 2 ans, dans 3 ans, etc. Et te faire un parcours étape par étape, en fait, une mind map vraiment d'objectifs. Ça ne veut pas dire que tous tes objectifs vont se passer comme tu l'avais prévu. Pas forcément, tu vois. Peut-être que, je ne sais pas, dans 2 ans, tu as prévu de signer, si aujourd'hui tu as 19 ans, peut-être que dans 2 ans, ton objectif, c'est de signer en National 3, je dis. Peu importe. Peut-être que tu ne vas pas arriver à National 3. Peut-être que tu seras en National 2 et à ce moment-là, tu seras en avance sur tes temps de passage et tu pourras revoir à la hausse le reste des objectifs. Ou à l'inverse, peut-être que tu seras qu'en R2, qu'en R1 et à l'inverse, du coup, ça prendra un petit peu plus de temps pour l'objectif d'après, etc. Juste, en fait, tu réadaptes, mais au moins, tu as une vision, tu as un objectif clair. En fait, cette première étape, c'est vraiment, en fait, avoir une vision claire de là où tu veux aller et de ce que tu veux atteindre. Et plus loin que juste cette vision et ces étapes, il est important ensuite de se fixer vraiment des objectifs intermédiaires, des objectifs journaliers même, des objectifs hebdomadaires, des objectifs mensuels, pour vraiment en fait constamment te challenger. Les objectifs, c'est hyper important déjà pour avoir une vision claire et précise de là où tu veux aller, mais c'est aussi hyper important pour rester motivé. En fait, tout au long de l'année, tout au long des semaines, des jours d'entraînement. Tu vois, quand tu vas t'entraîner en séance individuelle, si tu ne sais pas ce que tu dois faire comme séance, il y a de grandes chances que ta séance ressemble un peu à n'importe quoi. Alors que si tu sais exactement quoi faire, combien de séries, combien de répétitions, quel exercice, il y a de grandes chances que tu fasses une meilleure séance et que tu sois vraiment motivé à la faire. En fait, c'est hyper important de planifier les choses à l'avance et de définir des objectifs clairs par rapport à ça. Donc voilà, ça c'est vraiment la première étape. Ça peut paraître peut-être basique, mais c'est hyper important. Je ne connais aucun joueur pro qui m'a dit ouais, je faisais du foot comme ça. Alors ça existe forcément, hein, mais si tu fais une moyenne, ouais, je faisais comme ça, j'avais jamais d'objectif dans mes séances, machin, etc. Il y en a beaucoup qui te diront peut-être quand ils ont commencé le foot au départ, ils n'avaient aucun objectif, ils se disaient pas je vais devenir pro, etc. Mais après, si tu leur demandes dès l'âge de 14-15 ans, dès qu'ils sont entrés en centre ou quoi, ouais, ils avaient un objectif clair, ils savaient que là, ils voulaient aller. Et surtout qu'il faut partir du principe que eux, en étant en centre de formation, ils ont déjà potentiellement de l'avance sur toi. Donc, ils ont peut-être moins besoin, entre guillemets, de se fixer
un plan précis, parce qu'en fait, le plan précis leur est déjà donné en centre de formation. C'est OK, bah là, tu vas faire 3 ans de centre et ensuite, si tout se passe bien, tu signes en pro. Donc, ils ont déjà un plan plus établi. Alors que toi, si aujourd'hui tu me regardes, logiquement, c'est beaucoup plus destiné aux personnes qui sont encore dans le monde amateur, même si ça peut aussi être destiné à ceux qui sont dans le monde professionnel. Mais du coup, il faut vraiment que tu mettes des étapes, des choses en plus par rapport à eux si tu veux ne serait-ce que déjà les égaler et ensuite les dépasser. Donc ça, déjà, c'est vraiment la première étape, le premier step hyper important. OK ? Deuxième étape, c'est vraiment la préparation mentale. OK ? Tu vas voir que là, ces 2 premières étapes, c'est vraiment en fait pour poser toutes les bases avant même de penser à tout ce qui est entraînement, etc. Je vais en reparler après. La deuxième étape, du coup, la préparation mentale, essentielle. Tout simplement, il y a plusieurs choses à mettre en place, mais déjà, en fait, c'est hyper important de comprendre que c'est la base de la base. Si tu n'as pas confiance en toi, si tu ne crois pas en tes rêves, si tu ne crois pas en toi, si tu penses que c'est pas possible d'y arriver, bon, tu peux être sûr que tu n'y arriveras jamais. Ça, c'est sûr. Comme on dit, il faut être avant de faire et d'avoir. Ça, c'est ce que je vois en préparation mentale avec mes joueurs, c'est ce que je leur transmets. En fait, il faut d'abord que tu sois ce que tu veux devenir avant même de le devenir. C'est-à-dire, si tu veux devenir footballeur professionnel, bah, vis déjà comme un footballeur professionnel, avant même d'y être. C'est un peu, ça rejoint tout le côté aussi, on parle de visualisation, etc. Bah, c'est lié à ça en fait. C'est être avant de faire et avant d'avoir. OK ? Ça, c'est vraiment important. C'est pas avoir le résultat et ensuite je vais devenir l'être en question. Non, c'est d'abord, faut que je sois footballeur professionnel dans ma tête, dans mon corps, dans tout ce que je mets en place. Et là, j'ai beaucoup plus de chances d'y arriver. Et bien sûr, en faisant ensuite ce que tu dois mettre en place derrière. Mais la préparation mentale, c'est hyper important dans ce sens-là. Vraiment, comment dire ça, te mettre dans la peau, en fait, même si tu dois t'inventer un personnage, si tu veux au départ, c'est OK, mais te mettre vraiment dans la peau d'un joueur professionnel avec le mental d'un joueur professionnel. Donc, ça passe par avoir confiance en soi, avoir une grosse résilience. Résilience, c'est quoi ? C'est capacité à surmonter les échecs, ça c'est hyper important. Je vais en reparler, tu verras dans le 7e point et je t'invite vraiment à rester jusqu'au 7e point. Il est hyper important. C'est peut-être le plus important au final, ce qui va te permettre de durer sur la durée justement, sur le long terme. Donc confiance en soi, résilience, donc gestion des échecs, gestion du stress, gestion des émotions. Voilà, il y a plein de choses à gérer, mais la base même déjà, ça doit être ta tête. Parce que tu auras beau t'entraîner comme tu veux, si tu n'es pas capable d'exprimer pleinement ton potentiel à cause de ton mental, en fait, tu ne pourras pas être au niveau auquel tu aspires tout simplement. C'est impossible. Si tu interviews tous les joueurs professionnels, que ce soit en Ligue 1, même en Ligue 2, même en N1, en N1, je considère il y a certains joueurs pros déjà qui ont des contrats, etc. Mais tu vois, sans forcément aller que sur la Ligue 1, mais même les piliers, les échelons un petit peu inférieurs, tant que ça reste dans le monde professionnel, tu vas tous leur demander, ils ont un mental vraiment très fort. Okay, ils ne se laissent pas marcher dessus, ils ont une grosse confiance en eux. Voilà, ils mettent déjà plein de choses en place mentalement avant même de penser au côté entraînement, etc. Et c'est important de comprendre aussi que le foot, c'est un monde de requins, okay, c'est un monde d'ego, il y a énormément d'ego dans le football, donc il faut être capable de résister à tout ça, il faut être capable d'avoir une forte personnalité quand même pour résister à cette pression. Donc voilà, ça c'est vraiment le deuxième point, préparation mentale. Je ne vais pas plus m'y attarder que ça dessus, je pourrais faire une vidéo entière si je voulais sur la préparation mentale, ce sera peut-être le cas, n'hésite pas à me le dire d'ailleurs en commentaire si tu le souhaites, sur les bases un petit peu de la préparation mentale, mais voilà, ça c'est vraiment la deuxième étape. Troisième étape, c'est tout ce qui est analyse et tracking des performances. Qu'est-ce que c'est ? Déjà, juste avant, petite pause, cette vidéo, je ne sais pas exactement combien de temps elle va durer à l'heure où je te parle. Le but, voilà, c'est vraiment de dire ce que j'ai à dire et puis en fonction, je la posterai comme ça, peu importe le temps qu'elle dure. Donc, analyse et tracking des performances. Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est pareil, encore une fois, et je vais y venir sur l'aspect entraînement, mais avant de vouloir s'entraîner, déjà, c'est hyper important de se tester et de voir, OK, aujourd'hui, quels sont mes points forts ? Quels sont mes points faibles ? Quel niveau j'ai par rapport à ce qui se fait à l'échelon supérieur, par rapport à mon objectif ? C'est hyper important en fait de tester déjà tes compétences avant tout et de savoir où tu en es. Et du coup, derrière, c'est ce qui va te permettre d'individualiser tes séances, de personnaliser tes séances, de les adapter par rapport à tes besoins, okay, par rapport à ton poste, ta morphologie, toutes ces choses-là, tu vois.
Donc ça, c'est vraiment important de faire des tests. Quand je dis des tests, ça peut être des tests terrain, que tu peux te faire toi-même, hein, pas forcément besoin de quelqu'un pour t'aider potentiellement, ça dépend, mais des tests terrain, ça peut être des tests de vitesse, des tests de conduite de balle avec ballon. Tu peux juste avoir quelqu'un quand même pour te chronométrer, etc. Ça sera plus simple, qui peut même te filmer aussi. Ça te permettra de voir aussi au niveau postural. Mais donc voilà, des tests de vitesse, des tests d'endurance, slalom avec ballon, tests de frappe selon ton poste, tests de gelon, tests de précision. Voilà, toutes ces choses-là en test terrain. Tu peux également te faire des tests de renforcement musculaire avec ou sans matériel selon ce que tu mets déjà en place. Pareil, pour voir ton évolution au fur et à mesure du temps. Et le but des tests, c'est non seulement, comme j'ai dit, de faire un état des lieux déjà de ton niveau actuel, mais aussi de pouvoir voir ton évolution au fur et à mesure du temps. Le but, c'est pas que je fais une fois ces tests et je les refais plus jamais. Le but, c'est que ces tests ils soient reproductibles et que tu les refasses dans le temps. Tu vois, moi, avec les joueurs de mon accompagnement, on fait les tests généralement tous les 1 ou 2 mois. Tu vois, tous les 1 ou 2 mois, ils ont de nouveau un test à faire pour voir l'évolution. Alors, ça dépend des joueurs. Des fois, on n'a pas forcément le temps de tout le temps le refaire. Mais au moins, tu vois, je sais qu'un joueur dans mon accompagnement, que ça dure 3 mois, 6 mois, 1 an, il aura déjà au minimum un test d'entrée et un test de sortie. C'est-à-dire un test dès qu'il rentre dans l'accompagnement pour que je puisse voir son niveau et que lui aussi puisse s'évaluer. Et à la fin de l'accompagnement, un autre test pour voir toute l'évolution qu'il y a eu. Et en plus, le fait de voir l'évolution, c'est ce qui te motive. En fait, c'est ce qui te permet de te dire ok, putain, j'ai progressé. Tous les efforts que j'ai fournis, ils ont servi à quelque chose en fait. Tu vois, ils ont servi à quelque chose. Donc voilà, analyse et tracking des performances, c'est tout ça. Et ça, c'est hyper important aussi. Je rallume. Hop. 4e point, c'est l'entraînement rigoureux, l'entraînement qualitatif, Je pense que tu l'as entendu des milliers de fois, de plus en plus, et c'est bien d'ailleurs, que la qualité prime sur la quantité. Ça, c'est hyper important, c'est la base, Je pense que si tu as regardé des interviews de CR7, de très grands joueurs, ils vont tous te le dire, c'est la qualité qui prime sur la quantité. Alors après, je préfère mettre une petite parenthèse là-dessus. Je trouve que ces derniers temps, tellement que justement on dit c'est la qualité plutôt que la quantité, du coup il peut y avoir des joueurs qui vont avoir tendance maintenant à, certes ils privilégient la qualité, mais il n'y a plus assez de quantité non plus. En fait, il faut avoir conscience que quand on dit ça, on a beaucoup dit ça parce qu'en fait il y a plein de joueurs qui s'entraînent 3-4 heures et ils pensent que 3-4 heures d'affilée, en fait ils pensent que c'est efficace, etc. Alors qu'en fait si tu les regardes, pendant peut-être 40 minutes c'était plutôt bien et après tout le reste c'est des frappes, il reviennent en marchant, il n'y a plus d'intensité, il n'y a plus rien, le mec est plus lucide, ça ne sert plus à grand chose. Tu vois. Dans une journée, plutôt que faire un entraînement de 3 heures, je préfère te faire 3 entraînements d'1 heure. Alors je ne vais pas te faire 3 entraînements d'1 heure, mais je préfère largement. Tu vois. Il y aura beaucoup plus d'intensité et de qualité dessus. Mais c'est hyper important de comprendre aussi quand je dis ça, que la qualité prime sur la quantité, que malgré tout, il faut aussi de la quantité. Tu vois. Si tu t'entraînes que 2-3 heures par semaine, au bout d'un moment, quand tu sais que les pros s'entraînent en moyenne entre 10 et 14 heures par semaine, si toi tu fais 2-3 heures, comment tu veux ne serait-ce que les égaler et même les dépasser plus tard? Impossible. Donc, malgré tout, voilà, la petite parenthèse, c'est qu'il faut quand même mettre, bien évidemment, de la quantité. Mais au niveau de la qualité, c'est hyper important. Quand je dis qualité, c'est quoi? En fait, comment faire un entraînement de qualité? Déjà, c'est un entraînement qui correspond à tes besoins, à tes qualités, tout simplement, par rapport à ton poste, par rapport, comme j'ai dit tout à l'heure, à ta morphologie, par rapport à tes résultats de test, justement. Voilà. Est-ce que tu travailles plutôt tes points forts ou tes points faibles? Et un entraînement de qualité, ça passe, je l'ai dit dans le premier point aussi, planifier ses séances d'entraînement. Je parlais des objectifs. Planifier ses séances d'entraînement à l'avance, ça va t'aider à vraiment améliorer la qualité. Parce que quand tu vas les planifier à l'avance, déjà, tu vas pouvoir réfléchir à la structure de ta séance. Qu'est-ce que tu veux travailler aujourd'hui? Et du coup, ça va te permettre vraiment d'avoir beaucoup plus de qualité. Donc voilà, c'est vraiment ça. Une séance d'entraînement, généralement, en individuel, je parle. En collectif, ça ne dépend pas de toi. Et de toute façon, c'est le coach. Et de toute façon, généralement, c'est 1h30 en club. Généralement, c'est un peu ça. Mais en individuel, une séance de plus d'1 heure, c'est très rare que ça va servir à grand chose plus d'1 heure. Généralement, c'est 1 heure maximum. C'est déjà très bien. 40-45 minutes, c'est le top. Donc voilà. Ça ne veut pas dire que sur certaines séances, on ne peut pas pousser un petit peu plus. Moi, ça m'arrive à des joueurs, je leur donnais une séance d'1h15, 1h20, tu vois, à faire tout seul, mais c'est des séances bien spécifiques parce qu'on veut travailler sur du volume, etc. Mais sinon, voilà, c'est vraiment ça un petit peu la durée des séances. Donc ça te donne
une certaine idée. Donc voilà, ça c'était le 4e point, l'entraînement rigoureux, l'entraînement de qualité, sans négliger bien sûr la quantité forcément. Le 5e point, c'est tout ce qui est hygiène de vie et récupération. Alors, c'est pareil, en fait sur chaque étape, sur chaque point, je pourrais faire une vidéo entière dédiée à ça. Sur l'hygiène de vie et la récupération, il y a plein de choses à dire. Dans l'hygiène de vie, j'entends quoi? Nutrition et sommeil principalement. Okay. Dans la récupération, j'entends quoi? C'est tout ce qui est plutôt, on va dire, étirement, massage, douche froide, douche chaude, enfin toutes les techniques de récupération que tu entends souvent. Voilà, c'est ça. Mais du coup, je l'ai mis ensemble, hygiène de vie et récupération, c'est lié. Forcément, du coup, si tu as un bon sommeil, une bonne nutrition, bah forcément, ça va t'aider à récupérer, ce qui est tout à fait normal. Donc, en termes, je vais aller très vite sur ces points. Le but, c'est pas que je te fasse 20 minutes sur cet aspect. Encore une fois, je pourrais dédier une vidéo. Si ça t'intéresse, n'hésite vraiment pas en commentaire à me le dire et je pourrais faire une vidéo dédiée à ça. Sur la nutrition, voilà, forcément une nutrition saine, équilibrée, variée, hyper important. À chaque repas, normalement, tu dois avoir ces différentes sources. Glucides, lipides, protéines et tout ce qui est vitamines et minéraux, donc les fruits et légumes. Tout simplement. Déjà, si tu respectes cette base-là à chaque repas, tu as fait 80-90% du travail. Donc pour la nutrition, voilà. Mais je pense que ça commence un petit peu vraiment à rentrer, que la nutrition, ça reste une base pour un footballeur. En fait, il faut avoir conscience que ton outil, toi, de travail, c'est ton corps. Donc forcément, si à ton outil qui te sert tous les jours, bah, tu lui donnes pas les bons nutriments, tu lui donnes pas les bonnes choses dans ton corps, bah, en fait, c'est comme si tu lui donnais, tu vois, c'est comme si tu avais une voiture et que tu dois lui mettre du samplon 98 et à la place, tu lui mets tout le temps du gasoil, tu vois. Bah, en fait, tu vas pas lui donner la bonne essence, tu vas pas lui donner le bon fuel, tu vois, et elle va pas pouvoir avancer correctement et tu vas probablement endommager le moteur et à la fin, elle va plus marcher la voiture. C'est pareil pour ton corps, tu vois. C'est pareil pour la nutrition. Donc voilà, nutrition essentielle. Le sommeil, maintenant, bon, il y a certains basiques à respecter. On entend souvent dormir au minimum 8 heures par nuit, enfin en moyenne. Voilà, essayer d'arrêter les écrans assez tôt. Enfin, il y a plein de choses qui sortent. Il y a plein de choses à mettre en place sur le sommeil. Déjà, pour respecter, allez, pareil. Moi, je suis vraiment sur la loi de Pareto, 80-20. C'est-à-dire que 20% des actions mènent à 80% des résultats. Les 20% des actions qui mènent à 80% des résultats sur le sommeil, c'est la régularité, déjà. Si tu te couches et tu te lèves toujours à la même heure, là, déjà, tu as fait 80% du travail. Et bien sûr, du coup, en fait, moi, tu vois, c'est ce que je fais. Je mets un réveil pour le soir à l'heure à laquelle je dois me coucher. Ça me dit, OK, quand il y a le réveil, je sais que je dois aller me coucher, je dois être au lit. Et un réveil le matin pour me réveiller. Si tu fais ça, et bien sûr, le réveil, les deux réveils, tu les espaces justement pour avoir une certaine durée de sommeil entre 7 et 9 heures selon les personnes, entre 7 et 9 heures. Ça dépend en fait des cycles. Pareil, je ne vais pas aller en détail dessus, mais on a chacun différents cycles en fait et il y a des grosses différences interindividuelles entre chacune des personnes. On va dire, là pour faire simple dans cette vidéo, on va dire entre 7 et 9 heures de sommeil. Donc tu te cales ça, un réveil pour te coucher, un réveil pour te réveiller. Vraiment régulier. C'est-à-dire que même le week-end, idéalement, le samedi, dimanche ou peu importe, peut-être si toi tes jours de repos, je sais pas, c'est le lundi, mardi, peu importe. Mais idéalement, c'est que toute la semaine, du lundi au dimanche, tu dois te réveiller et te coucher à la même heure. Idéalement. Alors, tu peux pas toujours être parfait, mais déjà, si tu respectes un maximum ça, tu vas voir que ton sommeil sera beaucoup mieux. Donc voilà, après il y a plein d'autres techniques. Voilà, arrêter les écrans une demi-heure, 30 minutes, 1h30 avant, voilà, c'est bien. Dormir vraiment dans un endroit sombre, ok, où il fait complètement noir. Dormir dans une chambre où il fait assez froid, entre guillemets, entre 16 et 20 degrés. Le repas du soir, pas trop lipidique, donc c'est-à-dire il ne doit pas avoir trop de graisse dans le repas du soir, pas trop d'épices non plus, etc. Éviter des activités trop stimulantes le soir, donc c'est le sport, c'est par exemple, je sais pas, des jeux vidéo, des trucs qui vont vraiment te stimuler. Voilà, c'est un petit peu des conseils de base. Après, il y a plein de trucs pour optimiser. Je pourrais encore une fois t'en faire une vidéo en entier aussi. Il y a même des compléments alimentaires qui peuvent t'aider, etc. Mais voilà, déjà pour les bases. Donc ça, pour la nutrition et le sommeil, on a vu un petit peu les bases. Pour le côté récupération, stratégie de récupération, pareil, il y a plein de choses que tu peux mettre en place.
Mais si tu respectes la nutrition et le sommeil, pareil, tu as fait 80% du chemin, même plus honnêtement. Les 10% restants, on va dire, 10% restants, c'est les petites stratégies de récupération. Les bases, c'est des étirements, une séance de souplesse par semaine. Quand je dis étirement, c'est 20 secondes par soir. Tu vois, juste avant de te coucher, tu fais ça déjà, c'est le top. Des bains froids, des bains chauds de temps en temps, rouleau de massage, balle de tennis sous le pied. Voilà, ces petites choses-là, déjà qui peuvent énormément t'aider. Encore une fois, je ne vais pas aller trop en détail dessus, mais voilà ce que tu peux respecter. Ensuite, avant-dernier point, c'est le réseau et l'entourage. Ça, c'est vraiment important. C'est un point qui est souvent négligé en fait, parce qu'on se dit, ouais, avec mon travail, etc., dans tous les cas, ça va payer. Certes, c'est sûr, ça va payer. Mais à un moment donné, il faut aussi que tu sois bien entouré et que tu aies un bon réseau. Si je parle d'abord juste de l'entourage, notamment l'entourage de tes proches, on va dire, c'est-à-dire ta famille, tes meilleurs amis, tes meilleures copines, ta copine si tu en as une, si tu es une fille, ton copain si tu en as un, ton petit copain. Toutes ces choses-là, déjà, l'entourage très proche, c'est hyper important. Ça doit être des gens qui t'élèvent ou en tout cas qui ne vont pas être là pour te rabaisser et qui, dans tous les cas, comprennent tes objectifs et sont là pour toi si tu as besoin d'aide, etc. Ils te soutiennent, quoi. Vraiment des personnes qui te soutiennent. Malheureusement, il faut être capable, si à un moment donné, tu sens qu'il y a quelqu'un dans ton entourage qui te descend, de potentiellement t'en séparer. Alors quand je dis t'en séparer, c'est pas forcément, je sais pas si cette personne-là, je sais pas si ton frère par exemple, quelqu'un de vraiment très proche, je vais pas te dire de te séparer de ton frère, mais peut-être de essayer de réduire un petit peu le temps passé avec, notamment les temps proches des compétitions peut-être, etc. et passer peut-être plus de temps avec lui sur des temps hors compète, etc. Mais voilà, c'est vraiment important. En fait, ça va énormément jouer sur ton énergie, sur ta motivation, ta discipline, etc. Ces choses-là. Donc ça déjà, c'est pour l'entourage proche. Après, il y a tout ce qui est réseau et l'entourage que tu vas te créer toi-même qui va être hyper important là plus sur le côté la gestion de ta carrière, c'est-à-dire si tu as un agent, c'est-à-dire si tu travailles peut-être avec potentiellement il y a des recruteurs qui sont sur toi, etc. Fais attention à qui tu discutes, à qui tu parles. Ça va être aussi ta relation avec ton coach, avec tes coéquipiers, toutes ces choses-là. Il est hyper important que pour se créer un bon réseau, déjà, il faut vraiment que tu aies en tête si tu veux que un club un jour, un club professionnel t'appelle, etc. Il faut vraiment que partout où tu es passé, on ait une bonne image de toi, le plus possible. Ça ne veut pas dire qu'il faut à tous les coups être hypocrite, faux cul, entre guillemets, avec tout le monde pour passer bien. Mais ça veut dire qu'il faut toujours un maximum éviter de partir en clash avec quelqu'un, parce que tu ne sais pas, mais peut-être que cette personne-là, c'est elle qui plus tard te fera passer au niveau supérieur, tu vois. Et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Donc voilà, par rapport au réseau, les agents, il faut faire hyper attention. Je pense que tu commences à le voir si tu regardes un petit peu les réseaux et tout. Il y a plein de choses qui se passent avec les agents. Malheureusement, voilà, c'est un monde de requins, encore une fois. Pour les agents, ce que je te conseille déjà, il faut arrêter toutes les personnes qui sont en dessous du niveau N3 minimum. Déjà, les agents, c'est bon. Sauf si, allez, vous êtes du coup en jeune, vous êtes un super jeune qui commence déjà à jouer en senior, en R2, R1, qui a fait des 19 NAS, 17 NAS, ok, potentiellement, mais sinon au niveau senior, je parle, si tu n'es pas minimum, mais un grand minimum au niveau N3, un agent n'aura pas d'intérêt, honnêtement. Voilà, tu peux faire les choses toi-même ou avec quelqu'un de ton entourage. Ça, c'est hyper important. Le meilleur moyen de bien choisir un agent, selon moi, c'est en fait se renseigner tout simplement un maximum sur qui il a accompagné et essayer de rentrer en contact avec les personnes qu'il a déjà accompagnées pour voir comment ça s'est passé, est-ce qu'il y a déjà eu des coups un petit peu bizarres, toutes ces choses-là. Vraiment regarder en détail ce qu'il a fait et pas juste parce qu'un mec vient et te dit ouais moi j'ai tel club qui peuvent être intéressés, avec qui je suis en contact, etc. Faut pas juste se dire ah ça y est, syndrome de l'objet brillant, ah ça a l'air top, j'y vais. Faut faire hyper attention à ça. Donc voilà, fais hyper attention à ton réseau, à ton entourage. Pareil, je pourrais faire une vidéo entière sur ce point-là. Le 7e et dernier point, c'est la régularité et la patience. Je voulais mettre ce point absolument, j'aurais pu en parler dans la préparation mentale, mais je voulais vraiment que ça soit un point à part. C'est-à-dire que, en fait, il y a beaucoup de joueurs, on le voit de plus en plus, il y a des joueurs qui percent très jeunes. Ok, meilleur exemple, je pense, actuel, Lamine Yamal, ok,
Le mec, à 16 ans, il jouait déjà au Barça, etc. Voilà, il vient d'avoir 17 ans, là, je crois. Enfin, c'est un monstre, un monstre, un monstre. Mais du coup, avec les réseaux, en fait, on a cette impression que si aujourd'hui, à 17-18 ans, si tu n'as pas percé, c'est fini. Ça, déjà, c'est faux, tu vois. C'est complètement faux. Crois-moi, il y a plein de success stories, voilà, je cherchais le mot, il y a plein de success stories de joueurs qui percent vraiment tard, après 25 ans, même après 30 ans, enfin. Voilà, il y en a plein, donc déjà, arme-toi de patience là-dessus, s'il te plaît, c'est hyper important. C'est pas parce que tu es pas passé justement par un centre de formation, pas passé par un pôle espoir, peu importe, que tu ne deviendras pas joueur professionnel. C'est pareil, ça ne veut rien dire, ok? Encore plus au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, te fais pas avoir, te fais pas berner, te fais pas duper par les réseaux sociaux et ce qu'on peut voir. Donc arme-toi de patience, ton travail un jour va payer. Et je pars du principe que si tu mets tout en place et que, imaginons, ça ne fonctionne pas, en vrai, tu n'auras pas de regrets à avoir et ça, c'est l'essentiel. Et tout ce que tu auras appris dans ta carrière de footballeur, tu pourras t'en resservir dans d'autres domaines, tu vois, dans ta future carrière. Donc voilà. Quand je mets régularité aussi, c'est que toutes les étapes que j'ai mentionnées avant, toutes, il faut que ça soit aussi accompagné de régularité. En fait, j'ai des joueurs et même que j'ai accompagnés. En fait, pendant l'accompagnement, hyper déter, ils mettent tout en place, etc., comme ils ne l'ont jamais fait. Par contre, dès qu'ils terminent l'accompagnement, après, ils repartent un petit peu dans leur travers et au final, en fait, ils auront été sérieux 6 mois, 1 an et après, plus rien. Et après, ils disent, ouais, mais j'ai pas de résultat, je comprends pas, machin. Mais oui, mais sauf qu'il faut garder en régularité, tout simplement. On ne perce pas du jour au lendemain. C'est pas parce que pendant 6 mois, tu t'es donné à fond que ça y est, c'est sûr que tu vas réussir. Ça prend du temps, en fait. Ça prend du temps. Certes, chez certaines personnes, en fait, très très jeunes, ça y est, ça paye et ça va très très vite pour eux, comme l'exemple de Lamine Yamal et comme d'autres, etc. Mais il y en a certains, ça va mettre plus de temps, le temps de maturité est un petit peu plus long. Et du coup, justement, il faut vraiment être régulier au fil des années et c'est cette régularité, un jour ou l'autre, va payer. Donc voilà, pareil. Ce point-là, je pourrais aussi y revenir toute une vidéo si je voulais, mais c'est vraiment, vraiment important d'avoir ça en tête aussi. Donc voilà, pour les 7 étapes pour devenir footballeur professionnel, je pense qu'ils sont vraiment les 7 étapes clés, les 7 étapes les plus importantes. Si tu mets tout ça en place, crois-moi que tu vas énormément progresser et tu vas vraiment passer un cap dans ta carrière. Encore une fois, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à commenter. N'hésite pas à commenter en donnant aussi des suggestions de d'autres idées de vidéos, des petites idées pour que j'améliore tout ça. Vraiment, n'hésite pas, je suis ouvert à tout. Je réponds à tous les messages aussi en privé, il ne faut pas hésiter, sur Instagram, même sur TikTok, sur YouTube dans les commentaires. Vraiment, n'hésite pas. Et encore une fois, si toi aussi, tu veux faire partie de l'accompagnement Excellence, mon programme d'accompagnement où j'accompagne les footballeurs à atteindre leur objectif, je te mets le lien juste dans la bio pour réserver un entretien de sélection offert avec moi parce qu'on sélectionne les joueurs, on ne prend pas tout le monde et ça sera moi directement qui va te recevoir lors de l'appel, lors du visio ensemble. Donc tu pourras me poser aussi des questions, je pourrais t'apporter déjà énormément de valeur. Donc je t'invite à cliquer sur le lien dans ma bio. Allez, ciao!